Bonjour, je m'appelle Simon Lévesque, j'enseigne au Cégep de Trois-Rivières. Je vais vous faire une présentation aujourd'hui sur un scénario d'apprentissage qui a été inspiré de notre programme de mentorat qui a été développé ici au Cégep de Trois-Rivières, le programme Miroir. Cette conférence-là a une origine assez particulière dans le sens où la première fois que je l'ai fait dans le cadre d'une autre conférence. Donc, je pense que c'est important d'un peu spécifier le contexte. Donc, cet été, lors du congrès de la QPC, le groupe de Bruno Polibert, Samuel Fournier-Saint-Laurent et un ensemble d'autres chercheurs sont venus présenter les résultats de leur recherche sur l'implantation des classes d'apprentissage actives dans plusieurs cégeps du réseau québécois. Et à travers leur présentation, les chercheurs m'ont demandé de venir présenter pendant 15 minutes, en gros, ce que je faisais avec mes étudiants. Il y a beaucoup d'éléments qui ont été mis en évidence lors des recherches de M. Polibert et de son groupe. Entre autres, il y a beaucoup d'enseignants qui ont vu émerger des problèmes de gestion de classe, des problèmes de gestion d'équipe. Il y a plusieurs enseignants qui ont été déstabilisés par l'expérience. Et aussi, beaucoup avaient l'impression que l'exercice désavantage les étudiants qui sont les plus forts. Suite à cette présentation-là, M. Louis Normand, qui est un enseignant en physique au Collège Rosemont, c'est lui qui était en charge de venir mesurer l'impact des changements aux pratiques pédagogiques dans les différents groupes du réseau collégial. Donc, M. Normand, il a suivi 3 enseignants, qui sont représentés par 3 couleurs différentes. Et dans ces groupes-là, M. Normand faisait passer des tests standardisés. Donc, le test s'appelle le Force Concept Inventory. Et il faisait passer le test aux étudiants au premier cours, puis il refaisait passer le test au dernier cours. Et à l'aide des notes, donc la progression des étudiants entre le pré-test et le post-test, il obtenait ce qu'on appelle un gain, c'est-à-dire quel pourcentage d'augmentation de la moyenne les étudiants sont allés chercher. Donc, un gain de 100% voudrait dire que les étudiants ont augmenté leur note du maximum possible. Un gain de 50%, ça voudrait dire qu'ils sont allés chercher la moitié des points qu'ils auraient pu aller chercher dans un contexte idéal. Et donc, M. Normand a expliqué un peu la méthode, puis il a mis en évidence le fait que les 3 enseignants se séparaient, dans le fond, dans les données. Chaque point ici a un groupe, et ce que vous avez sur l'axe vertical, c'est le gain du groupe, c'est-à-dire le gain, si on fait la moyenne des gains de tous les étudiants, les gains, c'est sur l'axe vertical. Puis sur l'axe horizontal, c'est la coteur. Donc, c'est bien documenté que si on a un groupe entre les mains qui, en moyenne, ont une bonne coteur, c'est documenté que, en général, ces étudiants-là vont avoir un meilleur gain. Ce qui est moins documenté, c'est que pour des groupes avec la même coteur, mais avec des enseignants différents, on se retrouve avec des gains qui sont assez différents. Puis une des particularités ici, si vous regardez l'enseignant qui est en rouge, bien, tous ces groupes ont des gains qui sont supérieurs à tous les autres groupes qui ont été étudiés lors de l'implantation de la classe active. Et un gain de 0,5, c'est à peu près la limite de ce qu'on retrouve dans la littérature actuellement. On voit rarement des groupes qui ont un gain conceptuel supérieur à 0,5. Si on revient sur une étude qui a été faite en 1998, donc M. Haig, vous avez ici une 60aine d'établissements, des écoles secondaires, des collèges et des universités américaines. Puis remarquez que le nombre de groupes qui ont des gains qui se situent entre 40 et 60% est assez restreint. Et donc de voir un enseignant qui, à travers l'implantation de la classe active, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui expérimente pour la première fois, un enseignant qui se retrouve avec tous ces groupes qui se démarquent énormément, autant en comparaison des groupes qui ont été étudiés par M. Polibert ou les groupes qui ont été étudiés par Haig, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Et donc, puisque je suis l'enseignant en rouge, ce sont mes groupes qui sont sur la droite en rouge, M. Polibert et M. Normand m'ont demandé de venir expliquer plus précisément ce que je faisais avec mes étudiants pour que l'auditoire au congrès de la QPC puisse comprendre un peu mieux ce que je faisais. Donc, c'est dans ce contexte-là que je suis venu présenter ma conférence en environ 15 minutes. J'ai tenté d'expliquer, c'est pas facile d'expliquer en 15 minutes ce qu'on fait au cours de toute une session pour essayer de faire progresser efficacement les étudiants. Mais voici en gros ce que j'ai réussi à faire. Donc, tout ça vient d'une démarche que j'ai entreprise pour
changer ma façon de faire avec mes étudiants. Et donc, ça vient d'une remise en question qui s'est produite à un certain moment. Et suite à cette remise en question-là, j'ai réorienté la majorité des actions que je posais en classe ou hors classe avec mes étudiants. Une fois que j'aurai parlé de cette réorientation-là, là, je pourrais présenter plus en détail mon scénario d'apprentissage actif qui est inspiré, disons, des conclusions de la remise en question. Et ensuite, je pourrais conclure. Donc, la première étape de la remise en question, on est aux alentours de 2012. J'enseigne depuis 2009 au Cégep de Trois-Rivières, donc ça fait 3 ans. Ici, vous avez des groupes de première année en physique, en sciences de la nature. Donc, vous avez 4 groupes différents. Sur l'axe vertical, vous avez le taux de réussite de ces groupes-là à la fin, donc le taux de réussite du groupe. Et sur l'axe horizontal, vous avez l'évaluation de mes enseignements. Donc, dans notre collège, les étudiants ont à répondre à un questionnaire où ils évaluent l'enseignement de leur professeur. Et donc, ce qu'on remarque, c'est que on ne peut pas dire que plus les étudiants sont satisfaits, entre guillemets, de mon enseignement, plus ils réussissent. Si on peut voir ici que j'avais un taux de satisfaction d'à peu près 95 %, alors que j'ai presque 30 % de mes étudiants qui échouent. Donc, j'ai 10 étudiants sur 30 qui échouent mon cours, mais malgré tout, on me donne une note aux alentours de 95 %. C'est là qu'on se pose la question, est-ce que c'est ça mon travail? C'est ça mon travail, que les étudiants aiment mon cours? Moi, je pense pas. Je pense que mon travail, c'est plutôt que mes étudiants progressent, que mes étudiants apprennent et que mes taux de réussite soient meilleurs que 70 %. Donc, j'ai commencé à réfléchir à ce que je pourrais faire pour améliorer ces taux de réussite-là, m'assurer que les étudiants progressent un peu mieux dans le temps où ils passent dans mes cours. Et à ce moment-là, j'avais un enseignement qui était plutôt magistral, c'est-à-dire que je prenais le temps de classe pour transmettre du contenu de façon assez traditionnelle. Et là, je me posais la question, est-ce que c'est possible pour moi de changer le niveau? Est-ce que je peux abaisser un peu mon niveau pour, disons, pour rejoindre plus d'étudiants, ou est-ce que je peux changer aussi mon rythme? Et si on regarde les résultats de mes étudiants au premier examen, donc vous avez 2 groupes différents, c'est des groupes qui sont assez typiques. Vous avez le nombre d'étudiants qui ont eu la note dans l'intervalle qui est en dessous pour le premier examen dans ce cours de physique-là. Ce qu'on réalise, c'est que les groupes sont très hétérogènes. Je ne peux pas trop baisser le niveau parce que j'ai quand même une bonne partie de mon groupe qui progresse bien et qui comprend bien ce que je dis, mais je ne peux pas l'augmenter trop non plus parce que j'ai beaucoup d'étudiants qui ne suivent pas du tout. Puis c'est un peu la même tendance ici. Donc, de façon générale, si je restais dans un enseignement qui est plutôt de type magistral, je ne voyais pas comment je pouvais améliorer mon enseignement de manière à conserver un niveau qui est acceptable, puis aussi réussir à rejoindre la majorité des étudiants. De même, en plus de cette remarque-là sur l'hétérogénéité de ma classe, je remarque que mes étudiants les plus doués n'ont pas envie d'aider les plus faibles. Des étudiants m'ont déjà dit « Pourquoi j'aiderais une personne qui est en difficulté si moi j'ai tout avantage à ce qui échoue? Parce que c'est bon pour ma coteur. » Donc c'est une perception des étudiants que s'ils aident les autres, ils se nuisent en fait parce que leur coteur pourrait en être affecté si beaucoup d'étudiants un peu plus faibles réussissaient à monter leur moyenne. De même, les étudiants qui sont doués sont compétitifs entre eux, donc ils ne veulent pas trop s'aider. S'ils viennent me voir à mon bureau et ils ont une information qu'ils trouvent intéressante, des fois, ils vont la garder pour eux. Ils ne vont pas aider leurs collègues dans la solution de problèmes qui sont plus difficiles. Puis aussi, si je tente de prendre plus de temps pour soutenir mes étudiants individuellement, essayer de ramener un niveau d'homogénéité qui est un peu plus acceptable, mais là, je me rends compte que ça me prend un temps fou puis j'arrive pas à m'accomplir de cette tâche-là. Donc, au moment où je me pose toutes ces questions, je croise Joanne Thibault à une journée pédagogique. Joanne qui est professeure de langue ici au Cégep de Trois-Rivières, mais qui a aussi créé le programme de mentorat miroir dans notre collège. Puis, on a une discussion un peu banale. Puis, dans la discussion, Joanne me pose une première question comme ça. Qu'est-ce que c'est pour moi un bon prof? Et un peu de temps après, Joanne me demande comment était mon meilleur prof. Et donc, je me suis mis à réfléchir à la question. Et à ce moment-là, j'ai été assez bouleversé parce que j'ai réalisé que la réponse aux 2 questions était complètement contradictoire. La réponse à la question 1, qu'est-ce qu'un bon prof pour moi? J'ai donné une réponse qui était plutôt technique.
Donc, j'ai répondu en termes d'évaluation des enseignements. J'ai expliqué à Joanne que si un examen provenait de l'extérieur, que je ne connaissais pas, puis était donné à mes étudiants, si mes étudiants réussissaient bien, ça voulait dire que je suis un bon enseignant. Alors que la réponse à la deuxième question faisait surtout référence à des qualités humaines. L'enseignant qui pour moi était le meilleur, c'est celui qui me faisait confiance, c'est celui qui était toujours disponible, c'est celui qui nous donnait le temps d'essayer de solutionner les problèmes par nous-mêmes, puis qui nous faisait vivre des réussites, puis qui nous accompagnait dans la solution des problèmes. C'est là que j'ai réalisé qu'il fallait que je cesse un peu de me concentrer sur des éléments plutôt techniques, puis réfléchir un peu à ce qui est important pour moi, peut-être à des qualités que je pourrais développer qui feraient de moi un meilleur enseignant. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai choisi de participer au programme de mentorat individuel. Je rappelle que j'ai aucun problème. Hein? Mes étudiants ont évalué mes enseignements avec des notes en haut de 90 %. Si je voulais, je pourrais continuer comme ça. À 95 %, tu es une rockstar. Là, quand tu enseignes, puis tes étudiants t'évaluent avec des notes comme ça, c'est assez exceptionnel. Et malgré tout, j'ai choisi d'aller en mentorat individuel parce que je trouvais important d'améliorer mes enseignements de manière à ce que mes étudiants progressent mieux. Donc, en participant au programme de mentorat individuel, ça m'a permis de questionner mes méthodes et de les réorienter en fonction de ce qui est important pour moi. Ça a été beaucoup de travail. Puis, j'ai aussi pu découvrir une rétroaction qui est puissante. Donc, à chaque fois que j'étais en présence de mes mentors, j'ai eu 2 mentors, je prenais le temps d'observer comment ma mentor agissait avec moi. Puis, je réalisais que le plus possible, elle me posait des questions pour me permettre de trouver par moi-même les solutions aux problèmes que je rencontrais. Et donc, le type de rétroaction, la manière utilisée par mes mentors pour me faire moi-même progresser, je trouvais que c'est quelque chose de très intéressant. Puis c'est quelque chose que j'ai essayé d'imiter aussi par la suite quand j'interagissais avec mes étudiants. Puis aussi, la participation au mentorat de groupe. Donc, au Cégep de Trois-Rivières, on a des cercles de réflexion. Donc, c'est du mentorat avec 7 ou 8 enseignants et 2 mentors. Et au moment où j'ai participé à ce mentorat-là, encore une fois, j'ai pu observer comment des spécialistes gèrent des petits groupes. Puis j'ai appris énormément aussi des choses que j'ai pu transposer au moment où moi, je suis retourné en classe puis j'ai eu à gérer du travail en petits groupes. Donc, ici, j'ai mis une citation de Jean Piaget, puis je trouve que ce que M. Piaget dit exprime bien ce que j'essayais de faire. Donc, en une phrase, M. Piaget dit que l'intelligence, c'est pas ce que l'on sait, mais c'est ce que l'on fait quand on ne sait pas. Donc, à un moment donné, je me suis dit, il faut absolument que je réussisse à faire progresser mes étudiants de manière à ce qu'ils soient bons et qu'ils soient efficaces pour que quand ils ne savent pas, ils sachent quoi faire pour réussir à savoir d'eux-mêmes. Et donc, en faisant ça, je les rends de plus en plus autonomes. Si on pense aux étudiants en sciences de la nature qui, normalement, devraient s'inscrire dans un programme à l'université par la suite, c'est important que pendant leur passage au cégep, ils réussissent à gagner un petit peu d'autonomie lorsqu'ils ont à apprendre. Donc, pour faire ça, qu'est-ce que j'ai fait? Pour contribuer à ce que chacun développe de façon optimale ses capacités individuelles, ce que je fais, c'est que j'essaie de créer le plus possible de situations où l'étudiant rencontre un défi. Puis pour moi, chaque défi est une opportunité pour guider l'étudiant à trouver les solutions aux défis qu'il rencontre. Puis de même, j'essaie de donner une rétroaction de type mentoral, c'est-à-dire que plutôt que de critiquer les choix de l'étudiant puis les solutions qu'il propose, j'essaie de le questionner pour l'aider à trouver lui-même la bonne façon de solutionner le défi qu'il rencontre. Ensuite, comme j'ai mentionné au début, j'avais des problèmes de coopération. Les étudiants ne voulaient pas aider les plus faibles, puis aussi les plus doués sont compétitifs entre eux. Donc, pour réussir à améliorer la coopération entre mes étudiants, j'ai ajouté graduellement des activités d'apprentissage à faire en équipe. Le graduellement est très important. Et j'ai aussi ajouté graduellement des consignes qui favorisent la coopération. Donc, si on pense à un cours qui se donne sur une session, j'ai environ 5 activités où le niveau de coopération requis, puis le niveau de coopération requis va augmenter graduellement de la première à la dernière activité. Donc,
ça, c'est les grandes lignes de ce que je fais avec mes groupes. Si on va un petit peu plus dans le détail, là, la partie qui suit peut-être va intéresser un peu plus des gens qui enseignent en physique, mais par contre, je pense que c'est important aussi de le mentionner. Il n'y aura pas de problème de physique très complexe, mais je pense que ça permet de montrer plus précisément qu'est-ce que ça donne au niveau des étudiants. Donc, pour créer le plus de situations possibles où l'étudiant rencontre un défi, j'ai plusieurs outils. Le premier outil, c'est un outil que les étudiants peuvent utiliser quand ils sont à la maison. Donc, je pense que c'est important que quand les étudiants arrivent en classe, il y ait un certain niveau de préparation, puis il y ait aussi une certaine... qu'ils soient capables d'évaluer ou de mesurer à quel point ils comprennent de quoi on va parler dans le cours. Donc, c'est pour ça que j'ai créé des tests à rétroaction immédiate. C'est des tests qui sont faits sur une plateforme électronique, puis qui sont corrigés automatiquement par le système. Donc, c'est sur la plateforme Moodle. Les étudiants aussi, comme dans la plupart des cours, ils ont des exercices dans un livre à faire. Et un outil qui est pour moi assez important, c'est un quiz que je fais faire à mes étudiants périodiquement. Donc, j'en fais plus au début de la session. Et donc, à la fin de chaque semaine, mes étudiants ont un quiz à faire qui prend à peu près 10 minutes. Et ce quiz-là, ils peuvent le reprendre autant de fois qu'ils veulent. Et le fait qu'ils peuvent le reprendre autant de fois qu'ils veulent, ça me permet de valoriser, dans le fond, l'effort de compréhension plus que la connaissance. Donc, si je vous donne un exemple de quiz, ici, on a un ensemble de graphiques. Puis ces graphiques-là pourraient représenter soit des graphiques de la position en fonction du temps, la vitesse en fonction du temps et l'accélération en fonction du temps. Puis on montre aux étudiants comment mettre en relation ces graphiques-là. En fait, si on connaît un des trois graphiques de façon générale, on peut déduire les deux autres. Puis c'est quelque chose qui n'est pas très bien compris par les étudiants. Une question de ce type-là, j'ai des étudiants qui la reprennent à chaque session 5, 6 ou 7 fois, avant de finalement me dire « Ah, enfin, j'ai compris ». Et à chaque fois que l'étudiant reprend, il revient, il me pose des questions, je lui donne des exemples, il me dit qu'il est prêt, il réessaie, il rate encore, puis suite à ça, ben, finalement, l'étudiant réussit l'exercice qu'il lui a demandé. Et donc ça, c'est un de mes meilleurs outils, parce que cet outil-là permet de créer des occasions où moi, je peux offrir de la rétroaction à l'étudiant pendant qu'il est en train d'apprendre quelque chose qui n'est pas nécessairement facile. Ensuite, pour changer graduellement mon mode de rétroaction, c'est-à-dire au départ, quand les étudiants me posent des questions au début de la session, je donne pas mal les réponses à toutes les questions qu'on me pose. J'appelle ça un mode de rétroaction expert, donc on me consulte, puis moi je donne la réponse aux questions qui me sont posées. Puis au fur et à mesure où on progresse dans la session, je fais attention de donner de moins en moins de réponses aux questions. Je critique les réponses que les étudiants me donnent. Plus on progresse comme ça, j'essaie de guider l'étudiant en lui posant que des questions. Tout ça, c'est un petit peu abstrait. Mais juste pour donner un exemple, ceux qui connaissent un peu le concept de force en physique, quand on solutionne des problèmes de dynamique, essayer de prédire quel va être le comportement d'un objet qui est soumis à des forces, l'étudiant, avant tout, il doit faire un dessin dans lequel il identifie toutes les forces qui agissent sur le système qu'on étudie. Puis il y a beaucoup de problèmes dans cette partie-là de la solution des étudiants. Et donc, pour les aider, plutôt que de leur dire non, cette force-là, elle n'est pas bonne pour telle raison, j'essaie de guider l'étudiant et de lui poser des questions, et des questions que cet étudiant-là pourra se reposer à lui-même quand il sera face à un problème de ce genre-là à l'examen. Donc, par exemple, si je vois qu'il y a une force qui ne devrait pas être là, une force fictive, je lui demande c'est quoi l'origine de cette force-là. Par origine, j'entends est-ce que c'est la force de gravité, est-ce que c'est la force exercée par une surface, est-ce que c'est la tension dans une corde. Donc, l'étudiant, en principe, comprend ce que veut dire origine. Ensuite, je lui demande qu'est-ce que ça changerait si on l'enlevait. Donc, si l'étudiant ne comprend pas encore, je continue. Comment avions-nous défini la force? Donc, si l'étudiant se rappelle la définition de la force, il devrait comprendre que cette force-là ne devrait pas y être. Qui ou quoi, selon toi, exerce cette force? Donc, graduellement, je pose des questions qui sont de plus en plus précises, qui permettent à l'étudiant de réaliser qu'effectivement, la force ne devrait pas y être. Le plus possible, j'essaie d'éviter de commenter ou de critiquer la solution des étudiants et aussi de suggérer la réponse dans mes questions. Donc, si je demande à l'étudiant « Es-tu certain que cette force-là doit être là? » c'est sûr que l'étudiant va l'enlever, même s'il ne comprend pas, puis il va passer à l'étape suivante. Donc, ici, c'est une des parties que je trouve qui est le plus intéressante dans ce que je fais.
J'essaie d'influencer aussi le mode de rétroaction de mes étudiants. Quand mes étudiants travaillent ensemble, ça arrive que j'ai des étudiants qui ont un peu plus de difficultés, puis les étudiants un petit peu plus doués vont tenter d'aider leurs collègues. Mais je sais que ces étudiants-là aussi utilisent un mode de rétroaction qui est un petit peu plus aidant, c'est-à-dire qui permet aux étudiants de développer eux aussi une certaine autonomie à solutionner des problèmes. Puis je demande à mes étudiants doués, au début, je les laisse faire un peu ce qu'ils veulent, puis intuitivement, les étudiants qui sont un petit peu plus doués font juste donner la réponse aux collègues ou ils leur montrent la solution. Et à travers des activités d'équipe, de plus en plus, je donne des consignes à mon étudiant doué de manière à ce qu'il observe un peu plus avant de commenter, avant de critiquer. Puis aussi, je lui demande d'expliquer seulement si c'est nécessaire. Donc, je lui demande de prendre un petit peu de recul puis d'apprendre des erreurs qu'il voit dans la solution de ses collègues. Puis de plus en plus, dans les activités qui viennent un peu plus tard dans la session, je lui demande de n'intervenir qu'au besoin. Et aussi, s'il intervient, je le force à n'intervenir que par des questions. Donc, qu'est-ce que je fais aussi pour introduire graduellement le travail d'équipe et les consignes qui favorisent la coopération? Bien, j'ai un cycle de 3 scénarios. Donc, on pourrait en faire 5, puis faire la graduation un peu différemment. Mais dans un cycle de 3 scénarios, j'ai de plus en plus de coopération et aussi de plus en plus de travail qui est demandé aux étudiants un peu plus doués pour offrir une rétroaction plus de type mentoral à leurs pairs. Et là, ici, comme j'ai peu de temps, je vais juste discuter un peu du scénario niveau 1 puis du scénario niveau 3 pour montrer le contraste entre les deux types d'activités. Donc, si on regarde un scénario de niveau 1, on sera en début de module. Donc, dans le cours de physique de première année, on a 3 thèmes majeurs. Donc, à chaque thème, il y a un examen qui suit. Donc, si on se place dans un module, on pourrait imaginer que je fais 3 scénarios différents dans ce module-là pour préparer les étudiants à l'examen. Donc, dans un scénario niveau 1, il y a toujours un peu de préparation. Donc, les étudiants auraient peut-être quelque chose à lire. Il y aurait probablement un test Moodle, de manière à ce que quand les étudiants se présentent en classe pour participer à l'activité, ils savent un peu de quoi on parle. Par exemple, ici, j'ai mis un exemple de question sur Moodle. Donc, on donne une situation à l'étudiant et là, on lui demande quel serait le schéma de force, donc de quoi aurait l'air l'ensemble des forces qui agissent sur l'objet qui est décrit dans l'énoncé. Puis ça permet à l'étudiant de se familiariser avec le concept de schéma de force avant d'arriver en classe, puis utiliser ce concept-là dans un problème qui est un peu plus compliqué. Quand on arrive en classe, donc ici on parlait de la préparation, ce qui est fait par les étudiants à la maison. Quand on arrive en classe, il y a toujours un peu d'enseignement, c'est-à-dire que j'explique à mon groupe qu'est-ce qui va se passer. Je leur demande, je leur explique c'est quoi le travail qui est attendu. Ça se peut aussi que je donne un exemple de travail attendu. Et ensuite, je fais un peu d'enseignement par les pairs, donc un fameux peer instruction, c'est-à-dire que je pose des questions à choix de réponse à l'ensemble de la classe. Les étudiants répondent avec des cartons, c'est des questions à choix de réponse. Leur réponse me permet de voir si les étudiants comprennent bien. Si les étudiants ne comprennent pas bien un concept, là, je vais prendre le temps de bien l'expliquer. Puis au moment où je pense que la classe comprend bien de quoi on parle, seulement là, on va passer à l'activité dans laquelle je vais leur demander de solutionner un problème. Un exemple d'instruction par les pairs, un peu comme dans le test Moodle. Donc, je sais qu'il y a des étudiants qui n'auront pas fait le test Moodle et donc je m'assure, avant de commencer l'activité, que tout le monde a été familiarisé un peu avec les concepts qu'on va utiliser. Et donc, j'ai des questions différentes de ce qu'ils vont retrouver dans le test de Moodle, mais qui permettent de réviser les mêmes contextes, les mêmes concepts. Donc, ensuite, seulement quand on a fait tout ça, là, je fais une activité de niveau 1. Donc, un exemple d'activité de niveau 1, c'est un document que, individuellement, chaque étudiant a à remplir. Donc, si on regarde la solution d'un problème de dynamique en physique, généralement, il y a 4 étapes. Donc, on fait un schéma de force, c'est-à-dire on identifie les forces qui agissent sur le système d'intérêt. Ensuite, on va aller calculer les composantes. C'est une partie qui mélange des mathématiques graphiques et la trigonométrie. Puis une fois qu'on a calculé les composantes, on les introduit dans une loi physique qu'on appelle la deuxième loi de Newton. Et donc, plutôt que de demander à mes étudiants de faire des dizaines de problèmes dans lesquels ils font chacune des étapes une après l'autre,
je leur demande de se concentrer d'abord sur la première partie d'un problème de physique, c'est-à-dire que les étudiants ne vont faire que les schémas de force pour plusieurs situations différentes. Et ça, c'est fait en classe, et pendant que les étudiants font ça, ils vont en discuter entre eux, ils vont venir me poser des questions si c'est pas clair, puis de cette façon-là, je m'assure que tout le monde a compris comment faire la première étape de la solution d'un problème avant de les laisser travailler sur la deuxième étape. Et ça, ils en font plusieurs comme ça. Et donc, tout ça se fait en à peu près 50 minutes. Et suite à ça, les étudiants font une mise en commun. Donc, ils vont comparer leurs réponses à chacune des situations que je leur ai données et ils vont me remettre le travail pour que je puisse l'évaluer. Dans ce cas-ci, ce que j'observe, c'est qu'il y a peu de coopération. Les étudiants travaillent de façon générale, de façon assez individuelle. De temps en temps, on voit des étudiants qui se posent des questions, mais la majorité du temps, c'est du temps de travail individuel. Si on compare à un scénario niveau 3, dans un scénario niveau 3, encore une fois, il y a de la préparation. Donc, il y aura peut-être des lectures, un test Moodle. Parfois, j'ai des visionnements d'exemples vidéo, c'est-à-dire que ce qu'ils auront à faire en classe, je m'assure qu'ils puissent voir une ou deux vidéos qui illustrent ce qu'ils auront à faire en classe. Peut-être des exercices recommandés dans le livre. Et aussi, je m'assure que les équipes sont balancées, c'est-à-dire que je m'assure que le niveau de mes équipes est à peu près le même. Comment je fais ça si mes étudiants sont distribués au hasard dans ma classe? Bien, je me retrouve, si vous prenez la table bleue et la table orange, par exemple, bien, si je laisse ça au hasard, je peux me retrouver avec une table qui a une moyenne. Par exemple, je peux me baser sur l'examen 1. Et donc, si vous imaginez que les notes sont les notes au premier examen, bien, je me retrouve avec une table qui a une moyenne de 79 % et de l'autre côté, j'ai une table qui a une moyenne de 47 %. Donc, c'est sûr que si je demande la même activité à ces deux petits groupes-là, je ne peux pas m'attendre à ce qu'ils finissent en même temps. Et là, si j'ai une équipe qui finit un travail en 15 minutes, puis une autre équipe en 50 minutes n'a pas eu le temps de faire le travail, je me retrouve automatiquement avec des problèmes de gestion de classe. Puis aussi, bien, les étudiants qui ont des meilleures notes sont utiles pour moi. Je veux les utiliser pour qu'ils puissent aider leurs collègues. Donc, j'ai tout avantage à prendre ces étudiants-là puis les distribuer dans les différentes équipes de manière à avoir des équipes aussi qui sont un peu plus balancées. Donc, ce que je fais, c'est que j'identifie les étudiants que je pourrais déplacer de manière à avoir des équipes un peu plus équilibrées. Et là, de cette manière-là, je me retrouve avec des tables qui ont des moyennes, disons, calculées à partir d'un examen un peu plus semblable. Et là, les équipes avec lesquelles je travaille sont plus homogènes. Ce n'est pas la méthode idéale pour évaluer le niveau d'une équipe, mais disons, c'est une méthode qui est assez simple et qui, pour moi, a donné des bons résultats. Donc, une fois que ça c'est fait, une fois que les équipes ont été créées, encore une fois, il y a une portion d'enseignement magistral. J'explique un peu ce qui est attendu. Je donne des exemples. Et ensuite, l'activité démarre, c'est-à-dire que je laisse les étudiants progresser dans cette activité-là. L'activité dont je vais parler ici, elle a été développée en collaboration avec ma mentor à l'époque, Nicole Ouellette, qui est une spécialiste des petits groupes. Et donc, elle a beaucoup contribué au développement de cette activité-là. Donc, dans la première partie du scénario niveau 3, les étudiants, on leur donne une situation, c'est-à-dire on leur donne un bloc qui descend un plein incliné ou bon, des situations diverses. Et les étudiants ont à trouver le schéma de force de cette situation-là, trouver les composantes et écrire la deuxième loi de Newton pour la situation en particulier. Suite à ça, les étudiants comparent leurs solutions, comparent ce qu'ils ont trouvé comme équation, comme deuxième loi de Newton. Et là, quand tout le monde comprend bien, je demande aux étudiants de composer un énoncé. Et donc, ils vont travailler ensemble pour composer un énoncé autour de la situation qui leur est donnée. Et une fois que l'énoncé a été composé en équipe, ce que je fais, c'est que je change les équipes. Donc, mon étudiant qui était le plus fort, je lui demande de rester à la table. Cet étudiant-là a participé à rédiger l'énoncé. Il connaît la solution. Et ce que je demande, c'est aux autres étudiants, par exemple les 3 étudiants qui étaient à la table orange, de changer de table et d'aller tenter de solutionner le problème qui a été composé en partie par mon étudiant qui est resté à la table, qui, lui, va aider les étudiants visiteurs à solutionner le problème, par exemple en ne leur posant que des questions, en observant et en posant des questions. Et donc, on fait une rotation comme ça.
Puis cette situation-là est, disons, notre adaptation. C'est une adaptation qui est limitée. On ne se rapproche pas tant que ça du cercle de réflexion miroir, mais on se retrouve avec une situation où on a des participants qui essaient de solutionner une problématique avec un étudiant qui connaît bien la problématique, qui est assez doué pour solutionner les problèmes physiques, qui va venir les guider de manière à ce que les étudiants en orange, par exemple, les étudiants visiteurs puissent progresser de façon la plus autonome possible. Donc, dans ce type d'activité-là, on observe qu'il y a beaucoup de coopération. Il y a beaucoup de rétroaction prof-étudiant, c'est-à-dire que je me promène entre les tables et je discute beaucoup avec les étudiants. Et de même, il y a beaucoup de rétroaction étudiant-étudiant, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'interactions entre les étudiants dans mon scénario d'activité de niveau 3. Donc, en conclusion, pour une meilleure progression en physique, je trouve que c'est vraiment important d'utiliser mes étudiants les plus doués puis de leur montrer comment ils peuvent contribuer au développement du potentiel de leurs collègues quand je les fais participer comme mentors, disons, dans les activités. Ces étudiants-là ont la chance d'expérimenter qu'est-ce que c'est enseigner. Donc, ça leur permet de voir un peu comment ils peuvent contribuer au développement du potentiel de leurs collègues. De façon générale, j'observe que le climat de la classe est beaucoup plus convivial. Si je compare au début, quand on a fait l'implantation de la classe active, j'avais beaucoup d'étudiants qui s'opposaient aux méthodes, tandis que dans ces scénarios-là, les étudiants sont généralement assez contents de ce qu'ils vivent. Et aussi, de façon générale, je me rends compte que le travail d'équipe est beaucoup plus efficace, c'est-à-dire que mes étudiants arrivent à solutionner des problèmes beaucoup plus compliqués en moins de temps. Et de même, je me sens aussi beaucoup plus utile que quand toute ma classe me regarde pendant 2 heures de temps et écoute ce que je dis. Et j'ai le quart de la classe qui bâille puis qui attend que j'aille terminer avant de passer au cours suivant. Dans les scénarios que je vous ai... dans le scénario niveau 1 et niveau 3 que je vous ai présenté, je travaille sans arrêt, je suis toujours sollicité par les étudiants, je réponds à leurs besoins en temps réel et donc j'ai l'impression que je travaille beaucoup plus et que je suis beaucoup plus utile dans cette situation-là que lorsque je donne un cours au tableau. Si on revient au graphique que j'ai présenté au début, vous vous rappelez, j'avais dit que le taux de réussite de mes étudiants était très peu influencé par l'évaluation des enseignements. Au cours de l'implantation de la classe active et puis au cours de la période où on a implémenté ces différentes stratégies d'enseignement-là, j'ai continué à faire évaluer mes enseignements. Puis je trouve intéressant de mentionner que la plus haute évaluation à mes enseignements que j'ai eue en carrière est dans le contexte de la classe active. Et de même, c'est aussi dans cette classe-là que j'ai eu le plus haut taux de réussite. Donc, on voit qu'en plus des gains conceptuels mentionnés au début de la conférence, qui ont été mesurés par le groupe de Bruno Polubert, moi, avec mes propres données, je réalise qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe à ce niveau-là. Donc, je veux remercier toute l'équipe du programme de mentorat Miroir, en particulier Nicole Ouellette et Maryse Grégoire, qui m'ont beaucoup aidé dans le développement de ces activités-là. Joanne au centre, c'est elle qui a créé le programme de mentorat individuel. Et voilà. J'aimerais remercier aussi Lucie Hamel et Chantal Desrosiers qui m'ont approché au départ pour participer à la recherche de Bruno Polubert. J'aimerais remercier Louis Normand et Bruno et toute l'équipe du projet CLAC, le comité de recherche et développement pédagogique pour deux libérations, bien sûr Nicole et Joanne, parce qu'avoir quelqu'un qui croit en nous et qui nous soutient sans compter dans nos projets, c'est peut-être ça au fond le plus important. Merci.